Eh bien, bonjour à tous et merci d'être sur ce plateau pour cette première émission sur Global Industrie 2025. Va planer l'ombre d'un Gazar célèbre, Marius Lavey. Il était ingénieur-inventeur qui, en 1936, a inventé le moteur pas à pas. Aujourd'hui, je reçois MMT, digne héritière de cet inventeur, qui fabrique des dispositifs mécatroniques, et M-Valor, pour vous parler d'une collaboration assez unique autour d'une recherche de fluide tronique. Mais avant de rentrer dans le sujet, messieurs, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Bien, bonjour à tous, mon nom est Christophe Espanet, je suis le directeur de la R&D de la société MMT. Bonjour, donc Alexandre Vucinovic, je suis ingénieur R&D à MMT et puis je suis aussi doctorant au LIFC. Bonjour, je suis Smaïn Kuidri, je suis enseignant-chercheur, professeur des universités au laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques à Paris sur le campus ENSAM. Et bonjour, je suis Bertrand Coulon, le directeur du développement à M-Valor. M-Valor est la filiale de valorisation des arts et métiers et représente l'ensemble des activités de l'école des arts et métiers. Alors justement, on va commencer par vous, Bertrand. Pouvez-vous un peu nous rappeler la stratégie de déploiement des partenariats structurants aux arts et métiers, et notamment avec M-Valor? Oui, donc depuis maintenant plusieurs années, en fait, l'établissement et la direction de la recherche de l'établissement travaillent en étroite collaboration avec M-Valor, avec sa filiale, de manière à pérenniser nos relations contractuelles avec nos partenaires majeurs sur des actions pluriannuelles qui sont souvent initiées par la collaboration un peu historique entre un, voire deux laboratoires arts et métiers, et puis notre partenaire industriel. Et puis on conforte ça donc, dans des accords pluriannuels que l'on signe avec nos partenaires. Donc pluriannuel, c'est 5 ans minimal, avec un engagement bilatéral, contractuel avec nos partenaires industriels. Et puis l'objectif derrière, c'est de pérenniser cette collaboration sur au moins 5 ans, voire sur 10 ans. En termes de R&D, 10 ans, c'est un temps assez court finalement. Et de plus en plus, on va structurer nos accords pluriannuels et les orienter vers des PME et ETI, puisqu'on se rend compte quand même aux arts et métiers, on a beaucoup de relations avec ce type d'entreprise. L'objectif, c'est de pérenniser nos actions pluriannuelles, contractuelles, industrielles, innover avec nos partenaires industriels et puis étendre le champ de R&D de ces actions, c'est-à-dire qu'on part d'un ou deux laboratoires et ensuite on va chercher des besoins de R&D complémentaires dans nos autres laboratoires à l'échelle de notre Carnot art et voir dans d'autres universités si on n'a pas l'ensemble des compétences. Alors justement dans ce qui nous anime ce matin, pourquoi c'est si unique cette chaire? Elle est unique parce que, en fait, MMT est sur un modèle économique très particulier, donc je leur laisserai le définir. On va en parler tout de suite. Voilà. Elle est unique aussi parce que il y a une histoire, comme souvent en fait, une histoire humaine. Donc le thème du salon, c'est l'homme au cœur de l'industrie, donc l'homme et la femme bien sûr, au cœur de l'industrie. Donc il y a toujours une histoire de relation de confiance qui se crée dans le temps. Et ensuite, elle est scientifique et technologique avec des enjeux industriels de développement qui sont extrêmement importants pour MMT. Et il y a un autre enjeu, c'est un enjeu de transfert de savoir-faire entre le laboratoire LIFC et l'entreprise. Et ça, c'est un enjeu, on y reviendra plusieurs fois sur cette table ronde, qui est primordial pour l'entreprise. Alors Christophe Espanet, cette entreprise MMT, est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu avant d'attaquer la chaire? Avec grand plaisir. Peut-être quelques chiffres pour bien comprendre l'histoire de MMT. Alors MMT, c'est une start-up avant la lettre. Ça a été créé en 1989, je ne pense pas qu'on parlait de start-up à l'époque, et ça a été créé par 3 personnes, dont un chercheur émérite qui a créé la société dans son garage. C'est vraiment la belle histoire, quoi. Donc pendant 3 mois, ça s'est fait dans son garage, puis après ça s'est un peu développé. Et MMT s'est développé aussi dans les fins des années 80, début des années 90, quand il y a eu l'émergence des aimants à base de terres rares. On en parle beaucoup aujourd'hui, et ces aimants à base de terres rares dont on parle aujourd'hui, ils ont commencé à émerger, à apparaître sur le marché dans les années 90, et c'était une vraie révolution. C'est-à-dire d'un coup, on avait un matériau qui permettait de faire 10 fois mieux qu'avant.
Donc ça a permis à la mécatronique automobile de se développer et au tournant des années 2000 finalement de proposer des technologies pour la dépollution du moteur thermique. Donc sur la base des aimants permanents et de la dépollution du moteur thermique, MMT a développé un modèle économique qui est très original, qui est basé sur le licensing. Donc dès le départ, l'idée du fondateur, Claude Houdet, ça a été non pas de faire des études, on sait que c'est toujours dur de faire des études, ça dure quelques mois, puis il faut trouver une nouvelle étude et obtenir comme ça un modèle économique pérenne, c'est difficile. Alors que le licensing, alors c'était un pari, l'idée c'était de dire on fait de la R&D, on dépose des brevets et après on essaye de vendre des accords de licence sur ces brevets. Et finalement, ça a fonctionné plutôt bien avec des grands noms. Hein. On peut citer aujourd'hui Valeo, on peut citer le groupe Sonsbo en Suisse. Et MMT a, par exemple, développé un brevet sur ce petit moteur. Hein. Ça a l'air de rien. Alors aujourd'hui, ce n'est pas la grande application, ça c'est le passé de MMT, mais il s'en est fabriqué plus d'1 milliard sur la base de la licence MMT pour actionner les aiguilles de tableau de bord. On a aussi développé plus récemment des actionneurs, donc vraiment dans la logique de la dépollution pour les vannes EGR ou encore pour les grilles actives en face avant de voiture. Et encore plus récemment, on s'est diversifié dans le domaine du consumer électronique et on a développé une molette active pour une souris d'un grand nom de fabricant, un fabricant suisse. Voilà, donc vraiment la base de MMT, c'est le licensing. Donc faire de la R&D, déposer des brevets et vendre des accords de licence. Et c'est quelque chose qui est à la fois, quand ça fonctionne, c'est un vrai cercle vertueux. Mais bien sûr, ça ne peut fonctionner que si on a des belles technologies et si on est capable de convaincre les clients qu'on a la meilleure technologie pour résoudre leurs problèmes. Alors, votre histoire justement avec les arts et métiers, hormis Marius Lavé, elle commence comment ? Elle commence, alors, moi je suis dans l'industrie que depuis une dizaine d'années. Auparavant, j'étais enseignant-chercheur. Il se trouve que je connaissais Smaïn, on avait fait plusieurs projets avec l'ANR et on avait travaillé sur des groupes motoventilateurs et moi j'étais plutôt un mécatronicien, donc je faisais la partie moteur. Smaïn développait la partie fluidique, l'hélice, et on avait vraiment une belle collaboration avec aussi Farid Bakir, un professeur également au lycée. Et quand il y a quelques mois, 1 ou 2 ans, on s'est dit à MMT, les aimants à base de terres rares, ça a permis de faire un vrai cycle d'innovation, mais on a atteint un peu une saturation. On dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, et on a pensé que la fluidique pourrait être vraiment un levier pour innover et avoir des nouveaux degrés de liberté et proposer des nouvelles technologies. Là, j'ai pensé à mon ami Smaïn. J'ai pris contact avec le lycée et puis on a pu commencer après quelques réunions de travail à monter une thèse avec Alexandre, il en parlera tout à l'heure, et puis assez naturellement l'étape d'après ça a été de signer ce contrat pluriannuel, cette chaire Fluidtronic. Alors du côté de Smaïn, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le LIFC et puis poursuivre cette histoire? Oui, alors le LIFC, ça va arriver. Laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques, comme son nom l'indique, est axé principalement sur les machines à conversion d'énergie, les énergies au sens large également, avec des domaines d'application relativement variés. Ça va du transport. La suivante. Voilà. Ça va être mieux avec les transparents. Voilà. Donc, avec des domaines d'application comme tout ce qui est mobilité aérienne ou terrestre, avec toujours la caractéristique de développement d'énergie plutôt soutenable, et dans des applications au-delà de l'aérospatiale qui peuvent aller dans des applications spécifiques comme de la santé. Depuis un certain nombre d'années, nous travaillons également sur des problématiques de cardiovasculaire. Alors, nous avons 4 thématiques de recherche. La turbomachine, au sens large, avec tous les aspects qui sont liés, et en l'occurrence, c'est dans ce thème-là que nous interagissons et que nous avons développé la chaire avec MMT. Les systèmes énergétiques, également,
un petit peu en forte croissance ces dernières années, sur des problématiques multiphysiques, rhéologiques, un peu plus multiparamètres, plutôt transversales, et pas uniquement objet, un fort couplage, et des problématiques un peu plus fondamentales dans le domaine de l'aéro-hydrodynamique. Nous sommes globalement un moyen laboratoire, pas un petit, pas un très grand. Nous sommes globalement une soixantaine de membres dans ce laboratoire, répartis un bon tiers d'enseignants-chercheurs, un tiers de support technique, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche et support technique donc, et un tiers de doctorants qui sont donc encadrés par l'ensemble des permanents du laboratoire. Je ne vais pas plus en détail dans les thématiques, on pourrait éventuellement y revenir pour détailler, mais ce qui est important et ce que je n'ai peut-être pas assez souligné, c'est la nature de notre recherche. C'est une recherche partenariale, principalement avec le tissu industriel, principalement français, mais parfois international également, et des grosses entreprises, des petites entreprises, et donc c'est assez varié. C'est l'ADN du laboratoire, c'est cette recherche partenariale, et je ne dirais pas uniquement du laboratoire, globalement aussi de l'école et de l'établissement arts et métiers. Et donc là, vous voyez des exemples de partenaires industriels avec lesquels nous collaborons depuis certains des dizaines d'années. Je prends avec qui nous avons des chairs aussi, et qui nous sont fidèles et envers qui nous sommes fidèles parce que nous développons. Il y a une histoire, j'allais dire, au-delà de la science, au-delà de ce qu'on fait, des histoires humaines, comme vient de souligner Christophe. On s'est connus il y a peut-être 15 ans par là, on avait travaillé sur un projet, on s'est perdu de vue, on s'est recroisés et on a dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ensemble? Et on est reparti sur ces recherches qu'on a lancées à travers la chaire fluidtronique sur laquelle on va peut-être probablement revenir. Alors justement, il y a quoi dans cette chaire fluidtronique? Alors, dans cette chaire, globalement, pour vous expliquer, dans la chaîne du système que développe MMT, il y a une partie spécifique moteur électrique, mais il y a une partie manquante qui est plutôt fluidique. Donc la complémentarité était évidente pour venir dire est-ce qu'on ne pourrait pas compléter ce système-là pour qu'il ne soit pas que électronique ou électrique, mais qu'il soit fluidtronique. Et donc ça donnerait une puissance industrielle à l'entreprise MMT, mais je laisserai Christophe compléter. Et nous, avec notre expertise fluidique et machine à conversion d'énergie, spécifiquement hydromécanique, pourrait venir exactement faire le rajout qui pourrait compléter la première partie, le premier bloc que développe MMT. Et nous sommes partis donc sur cette chaire-là pour essayer d'arriver à ce transfert d'expertise qu'on fait des fois, mais là spécifiquement, on voudrait s'y engager avec MMT. Alors justement, Christophe, en termes de marché, ça représente combien? Peut-être pour répondre de manière plus large à la question, juste réexpliquer un tout petit peu pourquoi la fluidique, pourquoi finalement une entreprise réputée en mécatronique, en magnétisme, s'intéresse à la fluidique. En fait, ce qui s'est passé en 2020 avec la transition vers les véhicules électrifiés, on aurait pu penser que pour une entreprise comme la nôtre, c'était du pain béni. Et en fait, pas tout à fait, parce que nos applications, c'était beaucoup la dépollution du moteur thermique. Alors, enlever des moteurs thermiques, pour nous, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle. Et on s'est dit, mais quelles sont les applications dans lesquelles on va pouvoir être actif dans cette électrification? Et il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux, c'est que beaucoup d'applications étaient liées à la fluidique. Et on était d'ailleurs souvent sollicité pour développer un moteur pour entraîner une pompe, un compresseur, une vanne. Et donc, je vais peut-être citer deux exemples, mais premier exemple, je crois que tout le monde a ça en tête, c'est-à-dire dans ces véhicules électriques, on a une batterie. C'est ce qui coûte le plus cher et il faut en prendre soin parce que c'est souvent ce qui risque de tomber en panne le plus vite. Et en fait, pour garder la santé de la batterie, il faut la maintenir
à une certaine température. Il faut la mijoter entre 30 et 40 degrés, 50 degrés, mais pas moins et pas plus. Donc il faut un circuit de refroidissement ou de réchauffement dans certains cas pour maintenir cette température. Donc il faut une pompe, et cette pompe doit être entraînée électriquement, et on comprend bien qu'on doit avoir une pompe avec un bon rendement parce que l'énergie est prise sur la batterie, et puis si on épuise la batterie trop vite, ça ne va pas. Donc voilà, c'est une première application. Puis une deuxième un peu plus curieuse, c'est une autre grande tendance actuelle, c'est l'autonomisation de la conduite. On commence à voir, bon, surtout aux États-Unis, mais ailleurs aussi, en Chine aussi, des véhicules autonomes se balader. Et ces véhicules autonomes, ils ont des capteurs. Des caméras, des lidars et autres. Et c'est comme nous, quand on a les lunettes sales, on ne voit plus clair. Par contre, sur un véhicule autonome, si on ne voit pas clair, ça peut être un peu dangereux. Donc on a besoin de solutions pour nettoyer les capteurs. Il faut un compresseur, il faut une pompe. Alors il y a différentes solutions possibles, mais voilà une deuxième application. Et donc, pour répondre à la question, désolé, je suis allé loin, mais on parle de marchés qui sont les marchés automobiles. Donc aujourd'hui, il y a 70-80 millions de voitures qui sont fabriquées tous les ans. On va avoir besoin d'un circuit de refroidissement pour la part électrifiée. Donc on parle de dizaines de millions de pompes. Et puis on parle de compresseurs aussi pour chauffer ou refroidir l'habitacle. Ces compresseurs maintenant doivent être électriques. Auparavant, ils étaient entraînés par une courroie sur le moteur thermique. Maintenant, il faut un moteur électrique. Donc voilà, c'est des marchés à plusieurs dizaines de millions. C'est des objets qui coûtent entre quelques euros et quelques dizaines d'euros. Donc ça donne une idée un peu des marchés. Et pour MMT, et ça permet aussi de comprendre un peu la nature de ce business model de licensing, nous, quand on vend une licence, on touche quelques pourcents de royalties, dans le meilleur des cas. Donc voilà, je réponds un peu comme ça à votre question. Quand on vend une licence pour quelques millions de pièces qui valent quelques euros, nous, on va toucher quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros sur toute la vie de la licence. Ce que l'on peut rajouter aussi, c'est que les premières actions de R&D avec MMT ont été réalisées avec un autre laboratoire sur ces spécificités-là, d'entraînement électrique sur des applications moteurs et véhicules autonomes. Et ce laboratoire était le L2EP, un laboratoire multitutelle arts et métiers basé à Lille. Donc il y a eu une première thèse qui a été enclenchée juste post-Covid, si ma mémoire est bonne, pour des applications un petit peu différentes de celles que tu as rappelées ici, mais voilà, qui ont abouti finalement à une collaboration pluriannuelle aussi. Ça c'est important d'avoir l'histoire de multithématiques de R&D en relation avec nos partenaires industriels. Ouais, c'est juste, c'était aussi une belle thèse sur... L'idée, c'était, on parlait du véhicule autonome. Dans un véhicule autonome où on va déléguer la conduite, le freinage, la direction à un système automatique, les machines qui réalisent ça, les machines électriques qui réalisent ça, elles ne peuvent pas tomber en panne. Sinon, le véhicule, il ne tourne pas, il ne freine pas, quoi. Donc, on avait travaillé avec le professeur Eric Semel là, du L2EP, et puis qui est professeur à Lille, à l'ENSAM de Lille, sur des machines électriques qui sont tolérantes aux défauts, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un défaut, voire deux défauts, et continuer de fonctionner. Donc ouais, c'était déjà une belle aventure, et puis c'était juste au moment du Covid, donc je me souviens, c'était une période on était déjà difficile, robuste en fait, mais voilà, notre collaboration. On avait signé un bel accord. Alors, le cahier des charges est donné, on commence à s'entendre, et puis intervient Alexandre. Alexandre, dans cette histoire. Ouais. Donc moi c'est justement la deuxième thèse, donc juste après celle d'Antonin qui était à Lille. Je vais commencer déjà par parler de mon parcours. Alors déjà, est-ce qu'on peut repasser au diapo? Ouais. Hop. Alors, je vais le laisser tourner, ouais, merci. On va attendre que ça arrive, mais donc je vais commencer par parler de mon parcours à MMT déjà. Donc je suis arrivé à MMT il y a un peu plus de 3 ans maintenant, d'abord en stage de fin d'études. Et pendant ce stage, j'ai dit à Christophe que j'étais intéressé pour continuer mes études par une thèse. Sauf qu'à ce moment-là, comme Christophe vient de le dire, c'était le début de la réflexion au niveau de la direction sur la fluidtronique. Et donc il n'y avait pas encore de sujet de thèse écrit. Et puis je ne sais pas trop si Smaïn et Christophe étaient rentrés en contact déjà à ce moment-là, mais ça arrivait en tout cas. C'était concomitant. Ouais, c'était juste dans la période. Donc il n'y avait pas encore de sujet d'écrit, donc j'ai été réembauché d'abord en tant qu'ingénieur R&D à MMT. Donc j'ai pu participer à l'écriture du sujet de thèse. Alors je vais juste
lancer ça en attendant. Et donc j'ai pu participer à l'écriture du sujet de thèse, donc ça montre que MMT est très impliqué dans le sujet et puis dans la recherche fluidtronique. Et donc ensuite, ça a pris environ 1 an à rédiger le sujet de thèse, donc c'est normal. Et donc le sujet de thèse, il est sur une certaine technologie de pompe, donc qui est très intéressante pour MMT dans les applications que Christophe a décrites tout à l'heure, et qui était très intéressant pour l'IFC au niveau scientifique, parce que c'est une technologie de pompe aujourd'hui qui est assez peu utilisée, on va dire. C'est utilisé, mais pas pour les applications automobiles. Donc c'est utilisé principalement pour du transfert de fluide d'une cuve à l'autre. Donc il n'y a pas de problème de rendement, il n'y a pas de problème de masse, il n'y a pas de problème de coût comme dans l'automobile. Et donc là, le but, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la pompe pour justement optimiser ce système et donc avoir un meilleur rendement, avoir un coût plus faible et puis une masse plus faible. Et puis ce qu'on veut faire aussi côté MMT, c'est là que la fluidtronique intervient, c'est qu'on veut intégrer un moteur et une pompe. Donc là, on apprend à faire les pompes, on sait déjà faire les moteurs MMT, donc la prochaine étape, c'est d'intégrer les deux. Donc sur la technologie de pompe, c'est ce qu'on appelle une pompe régénérative. Donc ici, on a une petite animation de ce qui se passe à l'intérieur de la pompe. Donc comme on peut le voir, c'est assez complexe, tout est en 3 dimensions. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais donc le but de la thèse, c'est de mieux comprendre cet écoulement pour essayer d'améliorer le rendement principalement, parce qu'on a des phénomènes physiques qui rentrent en jeu là-dedans qui sont assez complexes. Donc ce type de pompe a quelques avantages qui sont très intéressants. Donc déjà par exemple que ça génère une pression très élevée à un débit faible. Donc quand je dis élevé, c'est par rapport à une pompe centrifuge. Donc on a 4 ou 5 fois plus de pression. Et puis la construction est assez simple, le coût est assez réduit, c'est compact. Et puis on peut la faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Et elle fonctionnera de la même manière. Donc tous ces avantages sont très intéressants pour par exemple les circuits de refroidissement dont Christophe parlait tout à l'heure. Mais aussi pour les applications de nettoyage des capteurs des véhicules autonomes. Et donc, on a quelques désavantages quand même. Le rendement est limité. Donc ça, pour les véhicules électrifiés, ça veut dire qu'on va utiliser beaucoup d'énergie qui ne sera pas utilisée pour faire circuler le fluide. Donc c'est pour ça que, côté scientifique, on essaye d'augmenter le rendement de ce type de pompe. Et puis l'écoulement interne à la pompe est très complexe. Donc ça, on a quelques actions qui sont en cours au LIFC et puis un peu à MMT. Donc ici, avec un développement d'un banc de mesure et d'un prototype de pompe. Donc là, le but, c'est de tester ce prototype de pompe. Je peux changer plusieurs pièces à l'intérieur de la pompe pour changer la géométrie. Et vraiment, le but, c'est de comprendre ce qui se passe pour, côté scientifique, développer de nouveaux modèles et puis pouvoir designer des pompes côté MMT. Donc, je sais pas. Je crois, Alexandre, qu'on va même aller voir avec des méthodes optiques comment se déplace le fluide à l'intérieur de la pompe. Donc ça, avec un peu d'interférométrie laser pour, en injectant des particules, voir comment se déplacent les particules à l'intérieur de la pompe. Et là, on est sur cette recherche-là en ce moment même, où on se parle. Donc là, c'est en cours. Ouais. Donc, je laisse... Voilà, c'est une thèse qui a démarré depuis 1 an. Et donc, elle est en plein régime de croisière et on devrait commencer à avoir des résultats, j'allais dire, les semaines prochaines, les semaines suivantes, là. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir des choses consistantes et, j'allais dire, publiables même peut-être. Voilà. Donc là, on est vraiment au cœur de nos activités scientifiques aux arts et métiers, mêlant l'expérimentation et la modélisation derrière et la compréhension des phénomènes. Et donc, c'est quand même un secteur vraiment avec une plateforme expérimentale qui est très, très ancrée chez nous, au sens plurithématique. Alors, moi, ce que je vois aussi quand même dans votre collaboration, c'est que côté LIFC, on peut avoir des très 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 gros, des moins gros. Des moins gros. Là, on fait partie sur une entreprise qui a un modèle économique, qui n'est pas non plus la multinationale. C'est possible. Exact. Je pense que c'est vraiment une très bonne remarque. C'est-à-dire, MMT, c'est un peu moins de 50 personnes, donc on est une PME, et c'est vrai que... C'est une chaire quand même, c'est pas mal. Et voilà, et on parle de chaire comme une entreprise telle que Safran ou que Valeo, je crois que c'est 2 noms avec lesquels le LIFC travaille. Et moi, je veux témoigner en tant qu'ancien enseignant-chercheur et en tant aujourd'hui que responsable de la R&D de MMT que c'est possible. Et que justement, si on veut
si on veut pousser, on va avoir une industrie forte, innovante, c'est vraiment par ce genre de partenariat qu'on peut y arriver, quoi. Et c'est vrai pour des grandes entreprises, mais c'est vrai aussi pour des petites entreprises et peut-être aussi ces tailles intermédiaires. Parce que il y a aussi, je pense, des startups souvent ont un lien assez fort avec le monde académique, parce que les gens viennent des fois du monde académique, mais dans ces entreprises intermédiaires, c'est souvent là que la culture de l'innovation collaborative est la moins forte, parce que voilà, les gens ont un peu peur, peut-être c'est des dossiers difficiles à monter, et finalement, on se rend compte que là, on est dans une relation bilatérale. On a, bien sûr, on a échangé, on a pris un peu de temps pour écrire un accord équilibré, mais c'est très facilement faisable. Et puis, ça nous donne une vision à 5 ans sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et avec des vrais verrous scientifiques à lever qui nous donneront de vrais avantages concurrentiels. Et je rajoute... Ce que je voulais rajouter ou compléter par rapport à ce qui vient d'être dit, la taille de l'entreprise porte peu. C'est souvent la problématique qui est déterminante dans cette collaboration. Là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme ça vient d'être dit, il y a des très très grands groupes, mais dans ces grands groupes, il y a des petites entreprises qui ont des problématiques du même niveau, du même style que les petites entreprises, et qui cherchent, parce qu'en interne, depuis un certain nombre d'années, ces compétences disparaissent au sein des grandes entreprises. Donc, ça explique beaucoup la montée en puissance des activités des laboratoires comme les nôtres qui sont au proche des problématiques industrielles. Surtout depuis cet intérêt sur l'industrie en France et sur la transition énergétique. Donc soyons agiles, quoi, quelque part. Voilà, agile et s'adapter à ce type de configuration de problématiques. Tout à fait, soyons agiles. Et puis je voulais spécifier qu'on n'a pas tout défini en signant cet accord, justement. On a défini les premières lignes directrices des travaux scientifiques communs qui étaient matures. On s'est gardé, on va dire, le fait de définir le reste des activités qui vont se définir au fur et à mesure du temps. Et on envisage également des effets de levier, on va dire, en allant chercher des financements complémentaires ou des partenaires complémentaires à nos actions. Donc, tout n'est pas tracé au sein de cette aventure de chair, et on va construire dans le temps. En fait. On a une feuille de route, mais effectivement, on se laisse la possibilité de prendre des chemins de traverse si le paysage est beau et s'il y a quelque chose d'intéressant à explorer, quoi. Donc ça, c'est sûr, et c'est vrai que c'est quelque chose, la culture chez Amvalor est vraiment dans cette logique-là. Peut-être par rapport à d'autres collaborations qu'on a pu faire par le passé, là, moi j'apprécie ça aussi. C'est-à-dire, quand on est une PME, on ne sait jamais quand même comment l'avenir va évoluer et c'est difficile de piloter à 5 ans. On a besoin de le faire parce qu'on a besoin de construire le futur, mais on a besoin aussi de pouvoir être très réactif et de pouvoir modifier un peu des choses. Alors les fondamentaux vont rester, mais peut-être que les sujets de thèse vont évoluer un petit peu dans une direction ou dans l'autre, et c'est quelque chose qui a été offert par Amvalor dans la rédaction du contrat, donc un grand merci pour ça. Prochaine thèse ? Prochaine thèse, ça devrait. On est en train d'écrire le sujet, ça devrait Exactement. commencer. On est en septembre. plein dedans là. On est en plein dedans et c'est pas les problèmes scientifiques et les verrous qui manquent. Donc là, il va falloir qu'on se retienne un peu parce que les ressources humaines, elles restent limitées et en ce moment compliquées. Ouais, il faut trouver des jeunes motivés pour faire une thèse et puis qui ont aussi le niveau scientifique et la volonté de consacrer 3 ans de leur vie à de la recherche académique dans un contexte industriel. Voilà. On a eu la chance d'avoir Alexandre, mais je ne sais pas si on en aura d'autres, mais on reste optimiste ça devrait passer. C'est un point clé aussi de la relation partenariale, en fait, c'est de recruter de jeunes talents. Donc on parle d'un doctorant, on parle aussi d'un ingénieur de recherche qui sera au cœur des activités, on va dire, plutôt expérimentale a priori, mais qui sera beaucoup plus transversale aux actions de recherche et en support des doctorants également, en binôme plutôt qu'en support. Donc en fait, ce recrutement de jeunes talents, il fait aussi partie de la collaboration. Ce sont des embauches à Amvalor avec l'idée derrière, je parlais au début, de transfert de savoir-faire, voire
recrutement oui. par MMT de ces jeunes talents, Oui. s'ils se profilent effectivement dans cet Nous, objectif on commun. croise les doigts parce qu'effectivement, c'est aussi difficile de recruter des bons ingénieurs aujourd'hui. C'est pas toujours très simple. Qui plus est à Besançon, c'est une très jolie ville que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, des fois, c'est pas toujours simple d'attirer les talents en Franche-Comté. Et voilà, donc ça fait partie de l'équation. Essayer de trouver des gens qui sont motivés pour faire de la R&D dans la durée. Et puis, voilà, se former avec le LIFC. Et puis ensuite, idéalement, rejoindre MMT. C'est ça notre souhait. C'est vraiment de pouvoir avoir créé un écosystème et puis pouvoir recruter des talents au sein de MMT en plus des technologies. C'est aussi une retombée indirecte dans cette chaire-là, puisque nous allons côtoyer des jeunes au laboratoire sur le campus de Paris qui vont être attirés par ces problématiques scientifiques et petit à petit, ils vont prendre goût et le côté lointain par rapport à là où ils travailleront va moins peser sur leur balance et c'est aussi un point avantageux pour l'entreprise, pour MMT. Oui, on fera tout pour leur montrer comme c'est agréable de travailler en R&D à MMT. Exactement. Merci messieurs, merci Alexandre. Alors Alexandre, on se fait une promesse, dès que la thèse est remise, on se voit pour en reparler et peut-être lancer la prochaine. Ouais, je voulais juste, avant de clore cette table ronde, profiter de cette audience et de cette occasion-là pour remercier énormément MMT pour la confiance qu'elle nous a fait et qu'elle nous fait dans le cadre de cette chaire-là. Bien sûr, le support d'AM Valor, parce que nous sommes un laboratoire de recherche. Nos compétences dans cette gestion de projet, elles sont limitées et donc on est assisté et très efficacement par AM Valor, donc je remercie, et également par MMT pour la confiance qu'elle nous fait. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci.